tout est parti par l'initiative de quelques documentalistes français. Je parle de Jean-Damien Chénet, de Marie-Thérèse Mercier. J'ai des noms comme ça, Beltrame, Pierron, Carrasco, Cartier dans la tête, qui ont eu cette initiative de vouloir faire travailler ensemble les centres de documentation pour se partager le dépouillement, pour se partager les références, enfin tout ce travail de collaboration pour que la documentation en psychiatrie prenne vraiment un grand essor et s'affiche, s'affirme sur la place publique. Il y a eu vraiment un souhait à ce moment-là de démarrer quelque chose. Et puis, moi j'ai eu des fonctions au niveau de la Commission nationale des présidents de CME. Monsieur Monod, qui était le directeur, avait des responsabilités au niveau de l'ADESM, qui est l'association des directeurs d'hôpitaux. Et les documentalistes c'était déjà organisé entre eux, avec Jean-Damien Chénet et Madame Mercier, Marie-Thérèse. Déjà, de leur côté aussi, depuis longtemps, ils pensaient à ça. On communiquait avec quelques collègues de La Roche-sur-Yon, Jean-Damien Chénet, l'autre collègue, en se disant on fait chacun le travail dans notre coin, ça serait quand même sympathique de se rencontrer, de se connaître, pour pouvoir éventuellement s'échanger des documents, s'échanger des informations, s'échanger des techniques, le cas échéant, etc. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on s'est réunis en 84, donc à Paris, au siège de la DBS, Association des bibliothécaires et documentalistes spécialisés. C'était vraiment embryonnaire, c'était un rassemblement de collègues, c'était même pas ni une association, d'ailleurs c'est toujours pas une association, voilà, c'était une réunion de personnes, mais de collections aussi, parce que dans les centres de doc, il y a des collections de bouquins, il y a des collections de périodiques et tout. On a toujours travaillé comme ça, à distance, tout le reste de l'année, en se disant bon, on va commencer par faire un catalogue collectif de périodiques, pour essayer de savoir ce qu'on a, ce que chacun a, et comment on va pouvoir se les prêter, se les communiquer, trouver des articles qu'on n'a pas, etc. On parlait effectivement de travailler ensemble, et pour travailler ensemble, il faut parler le même langage. Parce que le boulot de la documentation, c'est un petit peu différent d'une bibliothèque. C'est-à-dire que non seulement on a des livres, on prête des livres, on prête des revues, mais on sait ce qu'il y a dedans, et chaque article des revues est indexé. On a élaboré un vocabulaire, ce qu'on appelait à l'époque une liste d'autorité, qui avait été faite par la documentaliste du CH d'Angers, il me semble. On a amendé, amélioré, approfondi cette liste de mots-clés jusqu'à quasiment 98. Il me semble qu'on a beaucoup travaillé. Et finalement, on a passé le pas pour créer un thésaurus. Tout de suite, le travail de thésaurus a été fait pour un travail commun. Et ça a été, évidemment, un travail extraordinaire parce que ça demandait que chaque documentaliste vienne avec son propre travail institutionnel dans son propre établissement, vienne même parfois avec quasi un dialecte, en fait, parce que chaque établissement a une sorte de dialecte, avec des histoires théoriques différentes. Donc il a fallu qu'on mette ensemble et qu'on discute pied à pied. Il y a eu des empoignades absolument homériques, vraiment homériques, des combats féroces autour des concepts. Bon. Et chacun a eu à mettre en commun et à trouver des modalités de consensus quand même. Tout ça, c'était des sujets à débat, des débats qui pouvaient durer des heures pour savoir si on allait mettre une virgule, une majuscule, etc. Et c'était toujours des débats très passionnés. C'était très pratique en fait. La particularité du travail de thésaurus, c'est qu'il y a à la fois une précision de vocabulaire et une généralité de vocabulaire. C'est-à-dire qu'il faut constamment que des gens qui n'ont pas forcément les mêmes références théoriques, par exemple, puissent avoir le même langage d'indexation. Et donc il y a eu un travail, on peut dire absolument passionnant. Si vous voulez faire ce travail
matériel qui est resté matérialisé quand même s'il a pris d'autres formes. On n'est pas allé au-delà, sauf à partir du GIP où ça a commencé à quand même changer. D'abord, je voudrais dire que le développement et l'organisation d'une documentation francophone en psychiatrie est un enjeu majeur pour la psychiatrie française. Parce que, bon, comme vous le savez, la littérature anglo-saxonne domine le paysage et international, et la psychiatrie française ne veut pas totalement se reconnaître dans les approches anglo-saxonnes. Donc cet enjeu-là, il a été porté dans un premier temps par le réseau documentaire en santé mentale qui a été créé, je crois, en 1984. Et très vite, on a vu la réussite de ce réseau, son utilité, son succès. Et donc est apparue la nécessité finalement de le conforter dans sa légitimité et de le structurer. Donc cette première étape-là a conduit effectivement à la création du GIP en 2000. Dès le début, il y a eu des échanges quand même. Dès le début, pas le tout début, hein, mais assez rapidement, je pense. Et c'est le volume d'échanges notamment, pas que, mais c'est le volume d'échanges qui peu à peu a amené à penser à une organisation plus ferme, plus cadrée, etc. Et puis ça donne une assise, ça donne une valeur ajoutée énorme. Et c'est ça ça ne reposait que sur ma propre conviction en fait. Mais j'ai quand même réussi à les convaincre. Et après, il a fallu écrire la convention. Et là, ça a été assez compliqué parce que les représentants légaux des hôpitaux publics, ce sont les directeurs. Or, moi, je proposais une convention où chaque établissement était représenté de façon conjointe et de façon égalitaire par le directeur, le documentaliste et le président de la CME. On pouvait parfaitement travailler en coordination et s'enrichir chacun des compétences. Et c'est vrai que l'écriture de la convention constitutive, on l'a travaillé pendant 2 ans dans une ambiance, on peut dire, extraordinaire, avec M. Monod qui était directeur de Saint-Jean-de-Dieu et puis le docteur Péchinet qui était la présidente de la CME. De Saint-Jean-de-Dieu aussi, et puis Marie-Thérèse Mercier. Ça a été une expérience mot à mot. On a discuté pendant 2 ans. Donc finalement, nous y sommes arrivés. On a fait à Saint-Jean-de-Dieu l'Assemblée générale constitutive. Comme il fallait un président pour démarrer le GIP, et notamment envoyer les statuts, la convention au ministère, j'ai été le premier président de Ascolopsie. Tout en disant qu'une fois que les statuts seraient approuvés, moi je préconisais un président médecin, un directeur et un secrétariat général documentaliste. Parce que je pressentais bien ce qui allait arriver, c'est-à-dire que les documentalistes allaient être l'élément moteur du fonctionnement, du développement du GIP. Les documentalistes avaient senti qu'à la fois, bien évidemment, les présidents de CME et les directeurs étaient là pour étayer leur démarche, pour la conforter, pour la légitimer, mais aussi ils avaient le sentiment qu'ils avaient une très très grande reconnaissance dans le dispositif, et à partir de ce moment-là, bien évidemment, ça les motivait pour s'impliquer et aller de l'avant dans la démarche, quoi. Ce qui a été énorme, en fait, c'était l'arrivée d'Internet. Automatiquement, ça a déjà changé énormément de choses. Pour notre besoin, c'était d'avoir à un seul endroit le fond documentaire de chacun qu'on pouvait interroger. Donc Internet, ça a été notre planche de salut. On est parti juste au début
à l'origine de la nécessité d'une base de données pour arriver ensuite à un portail qui propose d'autres services avec des produits documentaires, une veille sur l'actualité hebdomadaire, des outils qui sont mis à disposition de chaque centre de documentation qui peut les réutiliser comme bon lui veut pour les diffuser à l'intérieur de son établissement en fait. On est beaucoup plus efficace quand on met en place des projets. On a des produits, alors ce que j'appelle des produits, c'est par exemple des lettres d'information, un site web, ce genre de choses. Tous ces produits-là sont de meilleure qualité et puis sont très appréciés de nos utilisateurs, ce qui est quand même le plus important. Et moi, je vois une grande évolution. Je le vois aussi quand on a le retour des autres réseaux documentaires, parce qu'on n'est pas tout seul en France. On a plein de liens avec plein d'autres réseaux documentaires. On est quand même, comme le dit souvent M. Maresco, notre actuel directeur, un modèle d'organisation. Et c'est vrai qu'on nous fait souvent intervenir, ou moi on me demande d'intervenir, pour présenter le réseau, son mode d'organisation autour d'une équipe de salariés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez notable depuis 2002. À travers Internet, aujourd'hui, tout le monde a l'impression d'être capable de faire le travail d'une documentaliste. Voilà. Les usagers non plus aujourd'hui un réflexe aussi naturel que ce qui pouvait exister il y a encore 15 ou 20 ans, de se dire j'ai besoin d'une documentation sur un sujet, je vais voir le centre de documentation. Aujourd'hui, ils ouvrent Google et ils croient qu'ils vont trouver. Donc c'est pas une difficulté en soi, c'est une attention qu'on doit avoir à l'illusion que peuvent se faire un certain nombre d'usagers, qu'ils vont trouver les mêmes résultats par eux-mêmes que ceux qu'ils auraient trouvés s'ils avaient affaire à des professionnels de la documentation. Et je peux vous dire, par expérience, que ce n'est pas le cas. On n'a pas les mêmes résultats. Je pense que c'est un outil hyper précieux. Je pense que c'est un outil qui est bien structuré, bien managé, avec des gens très engagés, avec des gens qui ont une compétence très forte. Les documentalistes ont une compétence dans leur travail et dans la connaissance française. Vraiment, ils sont des gens sur lesquels on peut tout à fait s'appuyer, qui sont d'excellents guides, qui sont capables d'orienter, de soutenir. Je pense que c'est d'un dynamisme effectivement très très important. Quand vous êtes dans une démarche de recherche en psychiatrie, vous savez que vous avez un outil de ce niveau pour vous accompagner. Bon, si vous voulez, je crois que à la fois on corrige un petit travers français, je dirais, de partir chacun de son côté, et à la fois on gagne en efficacité. Et c'est ce qui a valu d'ailleurs, finalement, que le JIP Ascodoxy soit sollicité par la Haute Autorité de Santé pour faire partie de ses partenaires scientifiques privilégiés. Moi, je vais quitter mes fonctions bientôt. Voilà, je termine mon activité fin octobre. Et donc, je passerai la main aussi sur le réseau, qui est un réseau que j'ai bien aimé. J'ai vraiment eu un plaisir énorme à travailler avec les documentalistes. C'est d'ailleurs c'est pas l'élément principal, mais c'est un des éléments qui ont contribué à ce que je vienne ici, travailler ici. C'est de prendre la succession de Paul Monod, qui était directeur avant moi du GIP, qui avait lancé le GIP pendant 5 ans. Ma préoccupation, c'est que mes collègues, à l'avenir, partagent cette conviction qu'ils ont besoin d'avoir des professionnels de la documentation et que le service rendu par un documentaliste, il y a une plus-value indiscutable, réelle, prouvable par rapport à ce qu'on peut obtenir quand on est profane. Voilà, ça, j'aimerais que cette conviction, elle continue d'être partagée. Je suis fier chaque année de voir tout ce qu'ils ont fait. Je me dis, formidable, ils sont bons, Nathalie Berriot et son équipe, là,
C'est formidable. Puis je vois encore les anciens noms, Cartier, Beltrame, Carrasco, tout ça, qui sont encore à la tête de ça. Ça me fait vraiment plaisir. Je revois les visages et voilà, il y a un petit côté narcissique là qui me fait plaisir. Moi, le message que je voudrais faire passer, c'est avant tout une formidable aventure humaine. C'est extrêmement enrichissant. J'ai appris énormément grâce à mes collègues, à nos travaux de groupe, aux outils qu'on a créés, aux débats que l'on a faits, aux engueulades aussi, et aux rigolades qu'on a fait. Les liens se sont tissés. Je veux dire, ça va au-delà d'un réseau professionnel. On se retrouve toujours volontiers. On se côtoie, on se suit pendant des années, bon, des fois peu d'années, des fois 20 ans. Donc il y a des liens qui se créent automatiquement en interindividuel comme ça. Et ça, c'est énorme, énorme en fait. Plus on va sensibiliser les personnes dans les établissements, plus on va promouvoir le réseau et surtout les richesses du réseau. Donc moi je dirais que pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, bien entendu les retours sont très positifs. Je pense que ça, c'est tout à fait indéniable, notamment le site internet avec la possibilité d'avoir très régulièrement les mises à jour des textes de loi, de pouvoir taper une recherche, etc. Ça, le retour est positif. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à sensibiliser les autres professionnels, c'est-à-dire ceux qui ne connaîtraient pas encore le réseau. Et ça, il faut le faire, je pense, dès l'arrivée dans les établissements partenaires et participants au réseau. Le message que je pourrais adresser, si j'en avais un, si ça peut intéresser les futurs qui reprendront la place ou ceux qui sont là, c'est vraiment de ne pas sous-estimer la force du collectif et qu'avant d'avoir des outils, avant d'avoir des produits, le réseau, c'est de l'humain. Et donc ce qui est important, c'est de continuer d'échanger sur nos perspectives et d'échanger sur ce que l'on veut vraiment. Donc ça, c'est vraiment pour moi le message essentiel. C'est un peu comme un orchestre, quoi. Est-ce qu'un orchestre peut être transposable ailleurs? Je ne sais pas. Sans doute qu'il y a des musiques jouables dans d'autres pays, dans d'autres lieux, mais il faut reconnaître que là, il y a eu la conjonction de plusieurs facteurs qui, je dirais, a fait que au-delà des années, nous nous retrouvons aujourd'hui encore avec plaisir et en étant, il faut bien dire, assez fiers de cette belle réussite.